Bienvenue dans le Moment MMA, émission du mardi 8 juillet 2025. Et commençons tout de suite chez les poids plumes avec Youssef Zalal, combattant à la carrière plutôt atypique jusque maintenant. Il rejoint l'UFC à 23 ans pour la première fois, combat quelques fois, puis l'organisation décide de se séparer de lui avant de le faire revenir. Et actuellement, c'est quand même 4 victoires consécutives dans la Big League, 7 au total si on compte celle qu'il a pris en dehors de la promotion. Ce qu'il nous explique, c'est que la première fois, lorsqu'il rejoint l'UFC à 23 ans, sa mentalité n'était pas ce qu'elle aurait dû être. Il était plutôt là pour survivre que pour gagner. Donc il a profité de son temps hors de l'octogone pour se poser les bonnes questions et faire les ajustements. Au niveau du poids aussi, il a fallu faire quelques changements. C'était un petit poids plume. Les poids plumes, c'est 145. Il n'était pas rare qu'il arrive à 143, 144 la semaine du combat. Donc maintenant, c'est devenu un gros poids plume. Alors moi, je me suis demandé pourquoi ne pas être descendu chez les poids coqs. Malheureusement, il n'a pas répondu à cette question. Il n'a pas combattu depuis 6 mois et sa victoire sur Calvin Kattar, rien ne se passe pour lui. Il a l'impression d'être un peu bloqué. Pourtant, il s'est dit tout au long de sa carrière, quand j'arriverai proche du classement ou dans le classement, les choix seront beaucoup plus simples, beaucoup plus logiques. Visiblement non, assez frustrant pour lui qui voulait rester actif. Quand il regarde le tableau, quand il regarde le classement à l'heure actuelle, il pense qu'il n'y a que Josh Emmett qui est disponible pour lui et qui a un combat qui fait une certaine logique. Il se dit pourquoi pas affronter l'Américain au mois de septembre. Malheureusement pour lui, Josh Emmett a aussi donné une interview. Il n'est pas intéressé par Zalal, il veut quelqu'un devant lui au classement ou alors et surtout même un gros nom. Il avait pensé à Jean Silva. Il semblerait que ce soit compromis maintenant, bien sûr, parce que Jean Silva, il a cette notoriété autour de lui, les fans l'apprécient, l'UFC l'apprécie, donc forcément un choc contre lui, ça te donne une grosse visibilité. Il est même prêt à monter chez les poids légers pour aller chercher un nom. Ça n'est pas rien pour Josh Emmett. Et cerise sur le gâteau, il veut combattre sur un pay-per-view, il sait que c'est là qu'est sa place, il est capable de mettre un KO qui va faire le tour d'internet, un highlight, comme on dit, donc il estime mériter sa place contre un nom et sur un pay-per-view. Il aimerait être de retour pour le mois d'octobre, mais s'il n'y a pas ce combat pour lui en octobre, alors pourquoi pas attendre un mois de plus. Et l'objectif à long terme est toujours de devenir champion. Direction la France maintenant, et Benoît Saint-Denis, et Mateusz Gamrot qui se tournait autour depuis un moment. Mateusz Gamrot a tweeté: tu aurais dû m'envoyer le contrat avec le stylo, tu as de la chance que l'UFC ne veuille pas que je vienne te battre chez toi. Et il met hashtag UFC Paris. Ce combat est donc mort, mais attention, Benoît Saint-Denis pourrait quand même tirer un gros nom au passage, puisque Mauricio Rofi, je vous le cite, je suis confiant que je vais avoir un gros adversaire comme Michael Chandler, Mateusz Gamrot ou Saint-Denis, je pense que c'est la suite pour moi. Alors est-ce que ça va être Rofi pour Benoît Saint-Denis? On en a déjà parlé, ça ferait une petite histoire. Imavov prend Borayo, France contre Nerds. Benoît Saint-Denis prend Rofi, encore une fois, France contre Nerds. Bien sûr, au classement, battre Rofi te fait moins avancer que battre Gamrot. Maintenant, Rofi, un peu comme Jean Silva avant lui, on en parlait, c'est un nom apprécié par les fans, apprécié par l'UFC. Il a le vent dans le dos en ce moment. Donc en réalité, pour Benoît Saint-Denis, c'est peut-être pas plus mal. Et puis on risquerait d'avoir un combat très spectaculaire entre les deux, bien sûr. Maintenant, vous pouvez aussi me dire, Mauricio Rofi a cité Mateusz Gamrot. Si l'UFC ne veut pas que Gamrot affronte Saint-Denis, c'est peut-être pour que Rofi affronte Gamrot. Je ne sais pas, bien sûr. Je ne suis pas dans la confidence, mais je profite de ce sujet pour vous citer le message de Tipral. Pourquoi faudrait-il attendre que BSD contre Ziam? Vous croyez que... Pourquoi faudrait-il attendre pour que BSD affronte Ziam, hein? Je pense que c'est ce que tu voulais dire. Vous croyez que l'UFC en a quelque chose à faire? Au contraire, il serait sûrement intéressé de garder le meilleur des deux pour le top 15. Ben écoute, je ne sais pas comment l'UFC voit les choses. D'un côté, ils peuvent se dire: on les fait s'affronter en France, c'est un combat facile à vendre, ça va régaler les gens, petite histoire, qui est le meilleur français chez les poids légers? Ok. Maintenant, ils peuvent aussi se dire, celui qui va perdre ce combat-là, aux yeux du public, et du public français surtout, c'est mort pour lui le top 15, c'est mort le haut niveau, ça va rester un combattant hors du top 15.
donc il va perdre de l'intérêt, donc les gens vont moins le regarder. Tu vois, je pense que ça contrebalance, je ne sais pas comment il voit les choses, et est-ce que bien sûr ce combat aura lieu. Toujours en France maintenant, Nassourdine Imavov, j'ai aimé sa sortie. Ce qu'il explique, c'est que lui, il a choisi la performance dans la cage et qu'on parle de lui pour ce qui se passe pendant ses combats, plutôt que de faire du trash talk, etc. Alors c'est sûr que Imavov, tu mets ses résultats, surtout ses résultats récents, avec une certaine personnalité, un certain trash talk, etc. Oui, il aurait peut-être été catapulté pour un combat de championnat bien plus tôt. Maintenant, quand ça n'est pas ta personnalité, quand tu es plutôt introverti, moi personnellement, je pense que c'est mieux de ne pas aller chercher le trash talk, de ne pas aller chercher la médiatisation à outrance, parce que souvent c'est très gênant. Et peut-être que sur le long terme, Imavov, ça peut le servir, hein. Georges Saint-Pierre, c'était pas le roi du trash talk, et pourtant on l'adorait. Je dis pas que Imavov va avoir le même retentissement que Georges Saint-Pierre, bien sûr, mais vous voyez ce que je veux dire. Quand tu n'es pas fait pour le trash talk, quand tu n'es pas ce personnage, je trouve que ça ne sert à rien de jouer un rôle. Les poids lourds, toujours en France, Cyril Gane qui nous apprend à avoir mis la priorité sur la lutte. Il est bien conscient que lors de ces deux combats pour la ceinture, Ngannou et Jones, il a perdu à cause de son niveau de sol. Donc il veut devenir aussi bon au sol que debout. Bien sûr, c'est une image, même lui, je pense, n'y croit pas, hein. Rattraper tout ce retard, ça va être très compliqué, mais au moins travailler un peu plus, augmenter son niveau. Cyril Gane debout chez les poids lourds, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il n'y en a quand même pas beaucoup qui rivalisent avec lui. Si au sol il arrivait à progresser, c'est vrai qu'il deviendrait un adversaire bien plus dangereux pour tout le monde. Il nous apprend aussi qu'il s'entraîne comme si un combat allait arriver et il croit en ses chances d'affronter Thomas Spinal. Après tout, il est le prétendant numéro 1, c'est ce qu'il pense, et quand on regarde le classement, c'est vrai, il est le prétendant numéro 1. Sinon, il a aussi été appelé par Curtis Blades. Curtis Blades qui a 3 adversaires en tête, Volkov, Gane, mais si ces deux-là ne veulent pas, alors le troisième, il est prêt à prendre quelqu'un derrière lui au classement, descendre un petit peu et prendre Marcin Tybura. Shavkat Rakhmonov maintenant, il est blessé, ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu. Il était là pour la ceinture, hein. Son prochain combat, ça aurait été pour le titre, on le sait. D'ailleurs, il avait déjà été prévu pour ça, on va pas refaire l'histoire. Bilal Mohamed se blesse, etc. Le souci, c'est que décembre, ça le botte, mais maintenant il ne sait pas s'il sera remis d'ici là. Il ne veut pas combattre blessé, il ne veut pas que sa performance soit entachée par une blessure, donc peut-être qu'on devra attendre pour le voir de nouveau dans l'octogone, et lui-même n'est pas sûr que son combat de retour soit pour la ceinture. Arman Saroukian a rejoint Khamzat Chimaev pour son camp d'entraînement. Le combat contre Dricus du Plessis va avoir lieu au mois d'août. Très bon pour Khamzat Chimaev, hein. Tu t'entoures d'un mec très sérieux, tu t'entoures de l'élite, bien sûr qu'il n'est pas dans ta catégorie, mais quand même. Et puis pour Tsaroukian, c'est l'occasion de s'entraîner avec des combattants de très haut niveau. Vous me direz, lui qui a passé des années à l'American Top Team, j'ai l'impression que là il n'y est plus, il avait déclaré que maintenant il était plutôt sur la côte ouest en Californie. Je ne sais pas trop ce que ça donne, mais en tout cas Tsaroukian est habitué à s'entraîner avec des partenaires de très haut niveau. Et quand tu as Khamzat Chimaev tous les jours avec toi sur le tatami, ça ne déroge pas à la règle. Chez les poids welter maintenant, Michael Morales nous apprend que son équipe a fait une offre à celle de Leon Edwards pour combattre au mois de novembre. Ils attendent un retour. Morales, qui pour l'instant est vu comme une sensation chez les poids welter, au vu de ses performances, bien sûr que prendre Leon Edwards, c'est l'occasion pour lui de continuer à grimper dans les classements. Renato Moicano aimerait affronter Michael Chandler. Il pense que le moment est venu, que le moment est parfait. C'est vrai, quand tu es sur 2 défaites de suite, Chandler, qui est pas sur la meilleure série de sa vie non plus, mais qui reste un gros nom, les yeux sont toujours braqués sur lui, l'UFC l'aime beaucoup. Pour Renato Moicano, lui qui veut faire de l'argent, l'occasion est parfaite. Et en plaisantant, hein, bien sûr, lui et son équipe ajoutent que le perdant de ce combat-là devra prendre sa retraite. Renato Moicano, quand même, il sait, hein, comment vendre un combat. Il commence en tout cas à réussir à faire du storytelling un petit peu. Il est très présent sur les réseaux sociaux. On ne parlait pas du tout de lui avant. Et dès qu'il a commencé cette stratégie à parler beaucoup d'argent, à dire qu'il fallait se vendre, etc., c'est vrai que la vision du grand public a changé sur lui. Kevin Holland, l'homme de tous les records, alors surtout pour son hyperactivité, il est censé à l'heure actuelle être sur la carte principale de l'UFC 318. On sait que les cartes principales, ça peut bouger jusqu'au dernier moment. Mais en tout cas, s'il est sur la carte principale, ça sera la 20e fois consécutive qu'il est sur une carte principale. Ça n'est pas rien. Et dans ces 20 apparitions, il y a quand même 4 co-main events et 3 main events. Kevin Holland n'aura jamais eu la ceinture,
l'aura jamais, hein, soyons assez honnêtes, des résultats en dents de scie, mais il est quand même hyper actif et rien que pour ça, je pense qu'on peut le respecter. Un autre Kevin qui n'est plus à l'UFC, Kevin Lee, d'ailleurs qui a perdu au PFL assez récemment et qui a déclaré hein, que le corps n'était plus là, qu'il ne prenait plus les coups comme avant. Très sincèrement, ça prend la retraite, ça sent la retraite, pardon. Je pense que Kevin Lee, on n'est pas près de le revoir. Il a eu énormément de blessures dans sa carrière. Et d'après lui, la pire des blessures, ça a été la mâchoire cassée. La pire des pires, il le dit, il n'y a rien à voir avec toutes les autres, aller loin devant. Tu as mal toute la journée, tous les jours, c'est quelque chose de terrible. Sean Strickland, je ne sais pas si vous avez suivi ces derniers jours, mais c'est Dan Henderson qui a dit dans une interview qu'il avait viré Sean Strickland de son équipe. Sean Strickland a répondu « Ça n'est pas vrai. J'ai été le partenaire d'entraînement principal de Dan Henderson pour son dernier combat. La seule chose, c'est que quand il a pris sa retraite, l'équipe a coulé et c'était le moment pour moi de renouveler mon abonnement. J'ai décidé de ne pas le faire. Ce qui est vrai, c'est que je me moquais très souvent d'eux parce qu'ils aimaient bien louper le sparring pour faire du yoga à la place. Ça m'a toujours beaucoup fait rigoler. Va savoir qui dit vrai et qui dit faux. En tout cas, Sean Strickland maintenant est toujours sur Las Vegas. Il ne s'entraîne plus à la team Quest. Mais je crois que j'ai dit Ben Henderson, je voulais dire Dan Henderson, hein. Excusez-moi si j'ai dit Ben Henderson. Je parle bien de Dan Henderson, ce magnifique KO sur Michael Bisping, bien sûr. En tout cas, lui maintenant, il est dans l'équipe de Eric Nicksick. Direction les flyweight maintenant, et on apprend que Brandon Moreno a accepté d'affronter Royval. Ça devrait avoir lieu au mois de septembre, le troisième combat entre ces deux combattants, à l'occasion de l'UFC Noche. Est-ce que Royval va accepter? Là est toute la question, mais il n'est pas connu pour refuser des combats. On reste dans la catégorie avec la grosse sensation cette fois-ci, lui qui devrait avoir sa chance à la ceinture très prochainement. Joshua Van nous explique qu'il est très confiant en son grappling. C'est juste qu'il n'aime pas câliner, avec des guillemets, hein, il a utilisé le terme hug c'est un câlin, qu'il n'aime pas câliner un autre homme pendant un combat. C'est la raison pour laquelle on ne le voit pas beaucoup au sol. Mais quand il a dû dans sa carrière, parce qu'il a été touché, amener les choses au sol pour calmer un petit peu, il l'a fait. C'est un peu une technique qu'il a dans sa poche arrière et qu'il peut sortir lorsqu'il en aura besoin. John Jones, je vous le cite, ça fait du bien d'être le chasseur et non plus le chassé pour une fois. Voilà, il continue son petit teasing, cette guerre mentale va-t-il revenir? Est-ce qu'il s'amuse de la situation? Bien sûr, on n'en sait rien. Et j'ai le message de Keor en relation avec ça. Pitié, Aspinal qui allonge un KO à Jones à la Maison Blanche sur la première droite. Et pitié, le lendemain le combat est annulé parce que Jones est testé dopé, juste pour qu'il reste invaincu, entre guillemets. C'est mon rêve. Alors hier, je vous ai fait un scénario de dingue. Celui-là est aussi dingue, bien sûr. Voilà, clairement, si l'UFC nous fait ce coup-là, John Jones qui perd, mais combat annulé pour dopage, là, déjà que c'est très gros parfois, ce serait encore une fois un peu trop gros. Cet événement à la Maison Blanche, justement, qui ne cesse de faire parler, et Daniel Cormier qui a un petit problème. On n'a pas de champion américain actuellement. Il nous faut un main event entre deux Américains. Ce qu'il dit, imaginez si on a Jones contre Aspinall à la Maison Blanche en main event, et que Aspinall bat John Jones. C'est le jour de l'indépendance, et c'est un Anglais qui bat un Américain. Ça n'est tout simplement pas possible. C'est dit sur le ton de la rigolade, mais c'est vrai, actuellement, pas d'Américain champion. Qui pourrait être main event à la Maison Blanche? Les choses peuvent encore changer d'ici un an, bien sûr. Et Ariel Helwani qui donne son avis aussi. La Maison Blanche, c'est 25 000 spectateurs. C'est pas la plus grosse des salles, hein, vous en conviendrez. Le problème qu'a Ariel Helwani, si tu fais Tom Aspinall contre John Jones, ou même Conor McGregor contre Chandler, comme on l'a pu l'entendre, à droite à gauche, ça peut te faire une grosse, ça peut te générer énormément d'argent à la porte. Le public qui vient dans le stade, dans la salle, voir l'événement, tu peux mettre des tickets très chers, ça va se vendre sans problème. Si tu fais ça à la Maison Blanche, tu vas en vendre 25 000. Si tu fais ça ailleurs, tu vas en vendre beaucoup, beaucoup plus. Donc l'UFC mettrait quand même, grillerait des cartouches, perdrait de l'argent dans cet événement. Maintenant, il y a aussi un retentissement qui serait mondial, donc peut-être que ça contrebalancerait. Et avant de nous quitter, le message de Stéphane Baron, quelque chose que j'ai entendu à droite à gauche. Le prochain combat de Islam, s'il gagne, sera certainement le dernier. Je ne sais pas, c'est une rumeur qu'on entend.
très personnellement, je serais très déçu. S'il prend la ceinture des welter, qu'il ne la défende pas, je serais déçu. Et s'il ne la prend pas, qu'il ne réessaye pas une nouvelle fois ou qu'il descende prendre Topuria, très sincèrement, je serais assez déçu. Maintenant, il a une carrière de dingue, il n'a plus rien à prouver. En réalité, il a été champion, numéro 1 en classement pound for pound, même si ça vaut ce que ça vaut. Je suis d'accord avec vous. Mais en tout cas, Islam Makhachev prendra-t-il sa retraite suite à son prochain combat? Je n'en sais rien, mais c'est quelque chose qu'on entend à droite à gauche. Ça n'est pas ce que je souhaite, mais en tout cas, je vous en fais part. Les amis, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me suivre gratuitement sur tous mes réseaux, notamment sur Patreon, pour retrouver des podcasts. Tous mes contenus en podcast, dès qu'ils sont enregistrés, sont postés sur Patreon. Là, il est 11h du matin, à 11h30, il sera posté. Et puis sinon, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo dédiée à l'actualité du MMA. D'ici là, portez-vous tous très bien. Salut!